Le face-à-face. Et le face-à-face est aujourd'hui avec Bernard Cron, qui est membre de l'Académie de chirurgie, vice-président de l'Association des anciens internes des hôpitaux de Paris, et qui nous présente son livre « Blouse blanche, colère noire », édition Max Milo. Et oui, et on ne peut pas dire que Bernard Cron soit un inconnu pour les auditeurs de Sud Radio, puisque c'est notre ministre de la Santé, à Berceuve dans tous ses états, et il vient très régulièrement nous parler, effectivement, depuis déjà des mois, voire un an et plus d'un an, de ce qui se passe à l'ombre de ce virus que Jean-François Delfrécy qualifie d'aussi intelligent que dangereux. Alors, Bernard Cron, blouse blanche, colère noire. Et vous, ce qui est intéressant dans ce livre que je recommande, vous savez qu'ici, on n'amène que les livres, on ne parle que des livres qu'on recommande parce que sinon, c'est pas la peine de perdre du temps. C'est un livre qui retrace effectivement le malaise dans la civilisation hospitalière, en particulier et médicale en général. Et ce malaise dans la civilisation, vous êtes le Sigmund Freud un peu du bistouri, puisque vous êtes chirurgien vous-même, vous avez été chirurgien très longtemps, vous êtes chirurgien des hôpitaux. Et en fait, cet état des choses, cet état des lieux, Bernard Cron, que vous racontez dans votre livre, racontez-nous, il y a eu quoi? Il y a une espèce d'érosion qui est arrivée, parce qu'aujourd'hui, on va parler évidemment de la Covid, mais les lits d'hôpitaux, mais les ARS, mais la gestion du Covid, etc. Vous vous dites, ça remonte à loin. Ça remonte très loin, André, et on a fait une trentaine d'émissions ensemble pour dénoncer ce système qui était catastrophique, et c'est un tsunami actuellement de destruction à cause de cette pandémie, car nos hôpitaux ne peuvent pas travailler à flux tendu avec des lits disponibles pour soigner les gens. Actuellement, 40% de la chirurgie est déprogrammée. On annule les interventions. Axel Kahn a déclaré que 10% de plus de cancers allaient mourir par défaut de soins. Il n'exagère pas un peu, très franchement? Non, je pense qu'il a raison, parce que les cancers, par exemple, du tube digestif, on leur a dit, la haute autorité de santé, faut les irradier, on ne peut pas les opérer pour l'instant. Mais l'irradiation ne marche pas dans les tumeurs digestives. Voilà un exemple. Les gens, d'autre part, avaient peur, on leur disait, restez chez vous, prenez du Doliprane. Donc ils ne consultaient plus. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, André. C'est 50 ans de destruction du système de santé, mais comme toujours, l'érosion, elle est progressive. Nous sommes dans un pays où la pensée unique est la suivante. L'État est tout puissant, doit tout contrôler par ses hauts fonctionnaires. Donc ce n'est pas un problème de changement politique ou de changement de législature. De droite et de gauche, etc. etc. Oui, droite et gauche. Je ne connais pas d'énarques ou de normaliens ou de sciences politiques qui soient de droite ou de gauche. Ils sont de leur école, avec la pensée unique qu'on leur inculque. Le médecin, c'est le mal absolu. Ah oui, c'est ça. Alors, on peut revenir, si vous voulez bien, André, sur le départ de cette crise. Le général de Gaulle a reconstruit la France avec le plein temps hospitalier, merveilleuse réforme à son époque, et la sécurité sociale avec le Conseil de résistance en 1945. Mais ces deux réformes formidables contenaient leur propre virus de destruction. Car on a mis dans la sécurité sociale absolument tout, en remboursant tout, même les soins inutiles. Charles Pratt, que vous avez reçu il y a quelque temps, a dénoncé ces dépenses inutiles. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième plan, c'est le plein-temps hospitalier. Nos plein-temps hospitaliers actuels sont devenus des fonctionnaires et dépendent de l'administration pour leur carrière. Les fortes têtes démissionnent ou partent, c'est ce que j'ai fait il y a bien longtemps pour m'installer en libéral, et les gens qui sont dans le système et dans le moule font leur carrière. Mais il n'y a plus de chefs de service, il y a des petits chefs de service, on n'a plus de mandarins, on a des petits services, et on a maintenant des chefs de pôle. Mais un chef de pôle, qu'est-ce que c'est? C'est un chef qui est sous l'administration avec des directeurs administratifs, et en fait, il fait la politique qu'on lui dit de faire à l'échelon le plus élevé de l'hôpital. En un mot, docteur Cron, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce sont les administrateurs qui ont pris le pas sur les médecins? Ils ont totalement pris le pas. Regardez la dictature des agences régionales de santé. Les ARS, oui. On tombe sous le pénal pour un chirurgien libéral d'opérer une intervention non urgente. Il faut démontrer, et le directeur de l'établissement le dit, il faut démontrer que l'intervention est nécessaire. Voilà dans quelle médecine nous vivons à l'heure actuelle. Alors on peut prendre les 4
grandes réformes qui détruisent la santé, on peut parler des soignants. On va en parler tout de suite après ceci, Bernard Cron, parce qu'il faut, reconstituer effectivement l'itinéraire et l'inventaire du... je ne sais pas si on peut parler de désastre, peut-être c'est excessif, mais enfin de ce qui nous a amené à la situation que nous vivons aujourd'hui. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants, et vous aussi, vous pouvez réagir 0826 300 300, interpeller Bernard Cron qui reste avec nous évidemment, et qui nous présente son livre Blouse blanche, colère noire, et revenir sur justement tout ce que nous ont dit le docteur Aminum Lille et puis nos 2 infirmiers et aides-soignants qui ont témoigné justement en direct de ce qui se passait dans leurs hôpitaux. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on continue d'expliquer, d'analyser les raisons de la colère du milieu de la santé avec Bernard Cron, qui est membre de l'Académie de chirurgie, vice-président de l'Association des anciens internes des hôpitaux de Paris et auteur de ce livre Blouse blanche, colère noire, édition Max Milo. Bernard Cron, on a commencé à expliquer, on a commencé à analyser avec vous effectivement ce qui se passe au niveau du système de santé. On a commencé avec De Gaulle, l'administration, mais avançons un peu, et qui nous a amené à ce que le roi était nu sous le Covid. Et on l'a vu vraiment depuis 1 an, et vous avez suffisamment commenté ça sur Sud Radio et ailleurs. Mais dans votre livre, vous dites, au fond, c'est presque une espèce d'engrenage qui s'est passé et où la termitière a commencé à se désintégrer. C'est une désintégration totale, puisque nous étions numéro 1 dans le système de l'OCDE, dans les pays modernes, pour le système de santé. On est actuellement à la 24e place. Vous voyez la rapidité du recul. En quoi? En 20 ans? 30 ans? En 30 ans. En 30 ans. Ça commence sous Giscard avec les chocs pétroliers. On fait le numerus clausus, c'est-à-dire on limite le nombre de médecins. La France pensait qu'il y avait trop de médecins. C'est la grande idée des énarques. Moins de médecins, moins de dépenses de santé. On est descendu sous M. Mitterrand à 3500 médecins sortant par an, alors qu'il en faut 12 000 pour renouveler les départs à la retraite. 3500 alors qu'il en fait 12 000. Incroyable. Mais... Ça a été maintenu à l'époque de M. Juppé, avec les ordonnances. Alors, il y a 2 phases. Il y a la phase de destruction de la médecine libérale. On met des verrous, il n'y a plus assez de médecins libéraux, et on leur fait des tarifs de misère pour qu'ils n'aient pas envie de s'installer. On crée même le MICA sous Giscard d'Estaing pour qu'ils partent à la retraite à 56 ans. Mais il faut 15 ans pour voir ce qu'une réforme détruise. Ensuite, ça continue. On a commencé par détruire la médecine libérale. On a donc des déserts médicaux, de plus en plus, car les jeunes ne veulent plus s'installer. Il y a trop d'obligations, trop de charges, trop de contraintes. Le rapport qualité-prix ne tient plus, c'est ça? Non, ça ne tient pas. Donc ils choisissent le salariat ou le travail à temps partiel. Ça, c'est pour la médecine. Donc, à l'hôpital. Hôpital, absolument. Ou entrant dans des laboratoires. Ou alors ils partent sans bruit à l'étranger, où on fait des tapis pour les recevoir. Ainsi, en Angleterre, qui est pourtant un système nationalisé, il y a 3000 médecins français à Londres. Oui. Ils sont très bien payés, 3 fois le prix de la consultation en France. Alors, la destruction continue dans les hôpitaux. La durée de carrière d'une infirmière hospitalière, compte tenu de toutes les misères qu'on leur font, il faut savoir qu'à l'assistance publique, elles sont payées 2 000 € par mois et elles doivent se loger. Vous voyez comment on peut se loger à Paris avec 2 000 € par mois. Leur durée de carrière, c'est 6 à 8 ans. On avait recruté 10 000 infirmières. 6 à 8 ans, c'est tout? 6 à 8 ans, après elles partent. Ouais. Certaines s'arrêtent, d'autres se marient, d'autres font autre chose, d'autres partent en ville, faire des soins en ville, où elles doivent travailler énormément pour gagner leur vie. On avait recruté 10 000 infirmières, jeunes retraitées au mois de mars, pour essayer dans la réserve sanitaire. Au moment du Covid, oui. Voilà. Certaines n'ont pas eu leur prime, certaines n'ont pas été payées, elles ont redisparu dans la nature. Alors qu'on n'a toujours que 6 000 lits de réanimation. On déprogramme 40% de la chirurgie actuellement. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là? Est-ce qu'ils vont mourir de leur maladie? Au lieu de les envoyer dans les cliniques, on leur dit, on déprogramme, on vous reconvoquera. Alors, Bernard Cron, vous en parlez dans votre livre. Ce qu'on ne comprend pas très bien, vous savez que la principale raison qu'on a donné au confinement, à toutes les mesures, les masques et autres, on a pris, c'est qu'on n'a pas de place en réanimation, il y a pas, les hôpitaux sont engorgés, encombrés, etc. Est-ce que vous faites litière de cela? Parce que, d'abord, pourquoi on a réduit le nombre de lits depuis des années, alors qu'on dit on n'en a plus, et deuxièmement, on dit il n'y a plus, les hôpitaux sont tous engorgés, et apparemment, dans le privé ou ailleurs, ce n'est pas le cas. Expliquez-nous. Eh bien,
moins de médecins, moins de dépenses de santé. Pensée unique des énarques. Moins de lits, moins de dépenses de santé. Pensée unique des énarques. Mais plus d'administration. On en rajoute des couches les unes après les autres, avec les groupements hospitaliers de territoire, les agences régionales de santé, et à l'hôpital, la création des pôles qui ne servent strictement à rien. Le directeur... C'est quoi les pôles, pardon? Les pôles, c'est un chef de pôle, par exemple le pôle mère-enfant. L'idée brillante des gens qui nous gouvernent était de grouper en pôles les différentes activités. Mais ça sert strictement à rien. Il y a des chefs de service qui doivent être compétents à la tête de leur service et qui doivent recruter leurs élèves. Je vais continuer encore avec quelques chiffres. Il y a 30 000 postes hospitaliers qui ne sont pas pourvus par nos diplômés. Donc on recrute à grands frais des médecins qui viennent d'Europe centrale ou d'Afrique, ou du Moyen-Orient. Ou du Moyen-Orient. Certains sont très bien. C'est pas la qualité de l'homme que je discute. Oui. C'est qu'ils n'ont pas nos diplômes. Donc on a créé un numerus clausus pour interdire à nos enfants de faire médecine, et on recrute à fort renfort de publicité des médecins qui vont manquer dans leur pays. Oui. Les urgentistes, on manque d'urgentistes et de réanimateurs. Or, il faut savoir qu'à la sortie des études de médecine, le nombre de postes de réanimateurs n'a pas été augmenté cette année. Ça ne suffira pas à renouveler les départs à la retraite. Je crois qu'on veut museler la santé pour faire moins de dépenses, voire même équilibrer les caisses de retraite, parce que si on ne soigne pas les gens, qu'est-ce qui va se passer? On peut parler des accidents médicaux à l'hôpital. À l'hôpital, c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais en se penchant sur les chiffres de l'OCDE, en comptant tous les accidents qu'il peut y avoir, des maladies nosocomiales, des accidents thérapeutiques, des erreurs de soins, des retards de prise en charge et d'accidents médicamenteux, l'OCDE parle de 30 000 morts par an. Vous voulez dire pour la France? Pour la France. Pour l'Europe? Pour la France. Ah, pour la France. Alors, bien sûr, tous ne pourraient pas être évités, parce que la médecine n'est pas parfaite. Puis, enfin, la vie est une maladie mortelle. Hein. On a supprimé les concours élitistes, on a supprimé l'externat qui permettait de former d'excellents médecins avec de très bons stages et des médecins généralistes en moins de 8 ans. On a supprimé le concours de l'internat en 2002 par Kouchner lors de sa loi dite de protection des malades, qui en fait n'a fait qu'aggraver la situation, car il est impossible de former 26 000 internes compétents sans leur donner des stages de grande qualité. Or, beaucoup de médecins de qualité, il y en a encore beaucoup à l'hôpital et je leur rends hommage, ainsi qu'au dévouement du personnel de soins, mais beaucoup sont partis dans les cliniques. Ça a été mon cas il y a bien longtemps. Et les doyens ont interdit que nous formions des élèves. Mais pourquoi? C'est le dogme. L'hôpital, c'est la santé. Le libéral, c'est le danger. Oui. Vous voulez dire que, vous allez, c'est normal, hein, libéral, parce que les conditions à la fois matérielles, financières, autres, sont nettement supérieures, non, à celles de l'hôpital? Les médecins hospitaliers sont relativement mal payés. Un praticien hospitalier est payé entre 3 500 et 5 000 euros par mois. Ouais. Par rapport aux salaires directeurs, qui sont de 200 à 250 000 euros par an, on a une marge importante. Et alors, docteur Cron, vous en parlez aussi dans votre livre, Blouse blanche, colère noire. Est-ce qu'on sait à peu près, je ne dis pas au chiffre près, la proportion d'administratifs dans la santé en France? C'est une très bonne question. Voilà, André. combien de médecins, combien de soignants, combien de praticiens et combien d'administrateurs? Très bonne question, André. On a environ 220 000 médecins, il y en a 100 000 à l'hôpital. On pourrait parler de leurs activités, de ce qu'ils font réellement. Mais on a en France, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis, la moitié en plus que le nombre de technico-administratifs en Allemagne. En Allemagne, c'est 22%. La moitié en plus, ça fait 32%. 32% de l'administratif. De technico-administratif. Il faut compter également les services techniques. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, je vais quand même reparler des strates administratives. Groupement hospitalier de territoire, agence régionale de santé, directeur, pôle administratif. Il y en a 6 à l'assistance publique. Chef de pôle, avec des directeurs. Conseil de surveillance. Tout ça payé, salariés, etc. etc. Bien sûr, avec un staff, des secrétariats et tout ce qu'il faut pour fonctionner, des ordinateurs. Conseil de surveillance, directoire. Et en dessous, le petit chef de service qui est là, qui ne sait pas comment faire, qui voit son personnel qui s'en va. Quand il demande une infirmière, s'il est gentil, s'il est dans le rang,
on lui enverra une infirmière, mais s'il est une forte tête ou s'il déplaît au directeur, on lui enverra personne. Donc il faut être dans le moule de l'administration. Un hôpital doit être géré, mais pas administré. La santé, ça ne s'administre pas. Les médecins sont des gens responsables. S'ils ne sont pas bons, on les mute ailleurs. Bien sûr. À condition d'avoir des médecins pour les remplacer. Mais on va examiner cela justement, le rapport de la qualité humaine, après ceci. Et après ceci, rappelez-vous, vous pouvez participer 0826 300 300. C'est à vous aussi de venir poser des questions, d'intervenir, de témoigner justement. Peut-être que vous êtes infirmier, aide-soignant, médecin et peut-être que justement vous voulez nous raconter, ou patient évidemment, et vous voulez nous raconter ce qui se passe avec les vaccins, comment ça se passe en général dans les hôpitaux. Et évidemment, Bernard Cron est avec nous et il reste avec nous. À tout de suite les amis. Sauf dans tous ses états. Et vous êtes en effet très très nombreux, chers Français, à parler aux Français, à parler à André Berkoff, à vouloir parler à Bernard Cron au 0826 300 300. Et vous avez raison, parce que la santé, cela nous concerne tous. On va donner tout de suite la parole à Pascal qui nous appelle d'Alsace. Bonjour Pascal. Bonjour Clémence, monsieur Berkoff. Bonjour Pascal. Voilà, j'aurais plusieurs questions et notamment à monsieur Cron par la suite. Mais d'abord, j'aimerais commencer pour dire tout mon soutien à nos médecins et à nos hospitaliers. Il faut refuser ce vaccin. On ne peut pas obliger des gens contre leur gré à avoir un vaccin qui n'a même pas été testé correctement. Pour moi, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est criminel. Ensuite, derrière tout ça, il n'y a qu'une question de gros sous, monsieur Berkoff. Il faut savoir que derrière le vaccin Pfizer que monsieur Macron veut imposer aux Français, il y a l'actionnaire principal qui est BlackRock. La société BlackRock. Et notamment aussi le fameux Bill Gates. Tous ceux-là sont actionnaires. Et bizarrement, ils ont été reçus par monsieur Macron il y a juste un an après son élection, bien juste avant la pandémie. Comme c'est bizarre. Et encore une chose, vous savez ce que ça veut dire? Vous avez parlé d'AstraZeneca. Vous savez ce que ça veut dire en latin AstraZeneca en français? Dites-nous tout. Ça veut dire tuer des étoiles. C'est un très beau nom pour un vaccin qui est censé protéger. Je vais vérifier, mais c'est intéressant. AstraZeneca, c'est tuer des étoiles. Oui, AstraZeneca. Plus tard, en français, veut dire tuer des étoiles. D'accord. Pour vous montrer à quel point on a affaire à des psychopathes, pour moi, de la pire espèce. Est-ce que vous n'avez pas un peu vite en besogne, quand même? Écoutez, appeler un vaccin qui est censé sauver des vies et tuer des étoiles, je trouve ça un peu limite, moi. Oui. Non, ça, le symbole est le symbole. Maintenant, effectivement, je vous laisse la responsabilité, mais et vous avez tout à fait, et le droit est légitime. Non, moi, là où je vous rejoins, effectivement, c'est l'obligation. On ne peut pas faire une obligation vaccinale. Ça me paraît effectivement, d'ailleurs, par rapport au Code Nuremberg et par rapport aux déclarations des droits de l'homme, déjà, c'est rédhibitoire. Mais continuez, allez-y. Et ensuite, pour poser une question à votre invité, monsieur Cron, que je salue, j'aimerais savoir ce qu'il pense de tout l'argent public que nous dépensons régulièrement pour les hôpitaux et l'argent de nos impôts, on ne sait même pas où il va. Pour moi, j'ai l'impression que cet argent est détourné pour une caste qui est au gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans, on avait plus de 100 000 lits en France, aujourd'hui on en a plus de 7 000. Ce Covid n'est pas aussi grave qu'il en a l'air, c'est surtout un problème de moyens qu'ont de nos hôpitaux. Et j'aimerais justement avoir son avis. Docteur Cron. C'est une très bonne question, cher auditeur, parce qu'effectivement, nous avons des hôpitaux qui doivent travailler à flux tendu. C'est la réforme de la fameuse T2A, la rémunération à l'activité. Il faut savoir que le chef du Ségur de la Santé, M. Jean Castex, qui est notre Premier ministre, était déjà derrière les commandes après la réforme Juppé de 96. L'hôpital à flux tendu, c'est travailler sans lit libre. C'est donc incompatible à soigner... Attendez, expliquez-nous, parce que... Qu'est-ce que ça veut dire exactement, hôpital à flux tendu? Ça veut dire qu'il n'y a pas de lit libre, on remplit 100% des lits, on n'a pas de lit disponible. On remplit. Oui. Donc quand quelqu'un sort, on fait rentrer quelqu'un. C'est l'hôpital à flux tendu pour... Oui, mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre à condition d'avoir du personnel de réserve et à condition de pouvoir rouvrir les lits fermés. Or, les lits existent, mais on n'a pas de personnel de réserve. Donc quand il y a un tsunami comme cette pandémie qui occupe jusqu'à 60 à 80% des lits de réanimation dans certaines régions, on n'a plus de place pour pouvoir soigner les soins courants qui sont graves, les cancers, les occlusions, les péritonites. Il y avait une communication de l'Académie de chirurgie cette semaine qui disait on meurt encore en France d'appendicite. Effectivement, si on ne fait pas le diagnostic d'appendicite et si le chirurgien ne le voit pas, les malades peuvent mourir. Donc vous avez raison, nous sommes dans un hôpital à flux tendu qui ne peut pas faire face aux soins courants et à la pandémie. Mais par contre, l'argent existe.
Oui, justement, L'argent ce que disait notre auditeur, notre ami, il disait, attention, où va l'argent, effectivement, qui est Eh bien, dépensé. il paye les technico-administratifs, il y en a le double en France de ceux de l'Allemagne. Ah, ce que vous avez dit. Et les salaires des directeurs qui sont très nombreux dans un hôpital, avec une structure administrative et des secrétariats, ça coûte très cher. Donc l'argent ne va pas pour les soins, il va ailleurs dans le système de la haute fonction publique. Et il faut savoir qu'un haut fonctionnaire sont très compétents. On n'a pas de mauvais hauts fonctionnaires, mais c'est la pensée unique contre la médecine et contre la liberté de soigner. Clémence. Alors, on a beaucoup de soignants aussi qui nous appellent au 0826 300 300. On va donner la parole à une infirmière. C'est Corinne qui nous appelle du sud de la France. Bonjour Corinne. Oui, bonjour Corinne. Oui, bonjour. Je tenais déjà à vous remercier pour votre émission. Merci. Voilà. Et dire que j'ai 51 ans Oui. et que pour l'instant, je ne peux pas, parce que je suis infirmière libérale. Oui. Donc je travaille beaucoup, j'ai très peu de repos. Et donc je ne peux pas et je ne veux pas actuellement me faire vacciner. Pourquoi? Parce que déjà, je ne me vois pas 4 jours au lit. Donc par rapport à mes patients, je ne sais pas comment je ferai, puisque je travaille énormément. En aparté pour payer toutes les charges qui sont quand même excessives. Voilà, en France, et pour pouvoir vivre et élever ma fille. Et parce que quand on entend avec l'AstraZeneca ce qui s'est passé avec les soignants, je me dis que pour l'instant, le vaccin n'est pas fiable, quoi. Mais vous préférez attendre et ne pas le faire maintenant. Oui. Voilà, attendre. Et dire aussi que quand le virus a commencé, quand tous les gens étaient confinés, on était quand même dehors. Oui. Sans protection, sans aucune protection. On a eu peur, on a stressé et je pense qu'on stresse encore. Voilà. Et on a eu des masques qui étaient périmés, qui étaient moisis, de 2001. Oui. Et après, vous avez eu des masques, vous avez eu des masques périmés et moisis. Ah oui, oui. Ah oui. Parce qu'en fait, j'avais sur le nez, là, vous savez, il y a une barrette qui oui. Et à un moment donné, je l'ai enlevée pour pouvoir respirer, parce que aussi, c'est pas évident. Avec le stress, on suffoque, effectivement. Et là, il y a plein de petites poussières qui me sont parties dans l'œil. Et quand je regardais le masque, effectivement, toute la barrette, c'était du moisi. Donc je me dis quand même, voilà. Après, il y a eu aussi plein d'histoires, c'est que quand on a voulu acheter des gants, des blouses, des surblouses, des chaussures et tout, il n'y en avait plus. Et après, quand c'est arrivé, c'était au moins le double du prix qui a été vendu. Donc ça, je ne vois pas pourquoi non plus l'État n'a pas pu faire quelque chose en disant non, on reste au même prix. Voilà. Donc il y a plein de choses. Après, je me dis aussi que les étudiants, s'il y en a encore, c'est beau. Parce que des infirmiers, je pense que si ça continue comme ça, les jeunes, je ne sais pas s'ils vont vouloir se diriger dans cette profession. Parce que quand on voit qu'ils ont été pris dans les hôpitaux, parce qu'il n'y avait pas assez de personnel soignant, et qu'on leur a dit, ça sera votre stage d'été. Ah oui, votre stage d'été. Je trouve ça, je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Voilà. Donc, pareil, les gens nous applaudissent, mais moi, j'ai pas besoin. Et moi, il y a une reconnaissance qui s'est faite, c'est certain. Mais moi, je suis désolée. C'est pas les applaudissements qu'on attendait, quoi. Bien sûr, c'est une autre aide et une autre statut. Merci Corinne. Bernard Cron. Voilà. Corinne, je voulais saluer les infirmières qui sont extrêmement dévouées, qui n'ont pas été protégées. Celles qui ont été malades n'avaient le droit qu'à 3 jours d'arrêt de travail quand ils avaient le Covid. Il y a eu 40 000 contaminations à l'hôpital du Covid. Première maladie nosocomiale actuellement à l'hôpital. S'il n'y a pas les moyens de soigner et de se protéger, comment peut-on exercer le métier de soignant? Or, il faudrait poser la question à notre directeur de la santé, M. Salomon, qui sait parfaitement la situation des masques et qui savait parfaitement qu'au moment du démarrage de la pandémie, d'1 milliard de masques en réserve, il n'y en avait plus que 100 millions. Et notre ancienne ministre de la Santé a osé déclarer qu'elle ne le savait pas. Marisol Touraine, vous parlez. Marisol Touraine. On ne comprend pas à quoi sert notre administration si les circulaires et les lettres d'alarme ne circulent pas et si on ne donne pas les moyens de protection au personnel soignant. Il y a même eu des sacs poubelles pour certaines de vos collègues infirmières pour se protéger à l'hôpital. Donc tout ça,
Je compatis beaucoup avec vous parce que votre métier est exceptionnel. Moi, je ne pouvais pas travailler sans une équipe d'infirmières compétentes, rodées et toujours les mêmes parce qu'il faut prendre les habitudes des gens qui soignent ensemble. C'est un travail d'équipe remarquable. Tout à fait. Et franchement, j'ai une grande admiration pour tous ces personnels soignants des hôpitaux. Absolument. Merci Corinne. C'est quand même différent. Merci. Merci beaucoup Corinne. Merci à vous. Et vous continuez de nous appeler, vous tous, justement, que vous soyez soignants, que vous soyez patients, que vous soyez juste concernés par la santé. Et ça nous concerne tous. Vous nous appelez au 0826 300 300. Venez réagir justement à cette gestion des hôpitaux, à ces vaccins. Et puis poser des questions à Bernard Cron, et auteur de ce livre Blouse blanche, colère noire. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour dans le bloc opératoire de Sud Radio avec le chirurgien Dr Cron, le médecin André Berkov et l'infirmière Clémence. Et vous tous qui nous appelez. Quelle belle équipe. Vous tous qui nous appelez au 0826 300 300. Bah justement, la parole à un autre médecin, Emmanuel, qui nous appelle de Carcassonne. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour M. Berkov, merci d'exister. Bonjour M. Chrome, bonjour M. tout le monde. Voilà, moi je veux surtout vous faire part de mon désarroi, de mon dramatique désarroi dans l'exercice au quotidien s'agissant de ce Covid, qui a quand même valu que je m'arrête plusieurs semaines. C'est la 3e fois sur 25 ans de métier que je m'arrêtais. Là, vous êtes médecin généraliste, pardon Emmanuel. Oui, c'est ça. D'accord. Parce que, si vous voulez, M. Berkov, je n'existe plus en tant que médecin. Je n'existe plus. En tant que médecin, à propos du Covid, j'entends. J'ai 4 obligations. La première obligation, c'est primum non nocere. Tout le monde le sait. Bien sûr. À ce sujet-là, je n'ai pas de certitude. Je suis satisfait de voir que les effets secondaires à court terme sont rares. J'ai une mamie de 85 ans. Elle a fait un purpura après la première dose sur le bras. Elle me demande qu'est-ce que je fais le 2e vaccin. Je lui réponds, écoutez, j'en sais rien, madame. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc, première obligation, je peux pas m'y soumettre. Deuxième obligation, j'ai une obligation de moyens, n'est-ce pas? Non pas de résultats, mais de moyens. Bien sûr. Et je reste toujours à ne pas comprendre, et c'est ça le fondement de mon malaise. Je reste à ne pas comprendre pourquoi on m'a pas donné la liberté, la possibilité de prescrire quand je l'aurais jugé bon et utile. De traiter, que ce vous soit êtes un médecin traitant, ça veut dire que vous traitez. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, pas de moyens. Aucun moyen. Et 3e obligation, donc, être en accord avec les données actuelles de la médecine et de la science, j'ai envie de dire, professeur Lacan, professeur Raoult, mettez-vous d'accord. Je fais quoi, moi? Je fais quoi? Et enfin, la 4e, la chose la plus difficile pour moi, ça a été quand j'ai cru comprendre, à la fin décembre, que le Conseil national de l'ordre des médecins, sous peine de sanction, nous interdisait de donner un avis négatif sur le vaccin ou de donner notre avis sur le vaccin. Donc, vous voyez, aucune de mes prérogatives nécessaires n'était possible, et je me suis retranché comme ça plusieurs semaines. Je reviens au travail. Juste un mot, justement, docteur. Est-ce que le Conseil de l'ordre vous a expressément et je ne dirais pas écrit, presque, enfin enjoigni de dire qu'il n'était pas question que vous mettiez en question l'efficacité du vaccin? Est-ce que vous avez eu des Comment ça s'est passé? Oui, juste pour comprendre. Je n'ai rien eu d'écrit. J'ai vu passer quelque chose. J'en ai parlé à mes collègues qui ont confirmé avoir vu passer la même chose. D'accord. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, moi je sais faire que de la médecine, et donc je vais être obligé, alors que fondamentalement, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Je ne le comprends pas. Voilà, grand désarroi, avec, la boule au ventre au début quand je venais au travail, de peur de choper le Covid, parce que j'adhérais. D'ailleurs, j'ai été malade. À ce moment-là, j'ai appelé le SAMU, qui m'a dit, je fais quoi? Je travaille ou pas? On m'a répondu à ce moment-là, mais tout le monde va au feu. On travaille. Alors, malade, test PCR négatif, je précise, mais on a 30% de faux résultats. Ce que je peux vous dire à ce moment-là, c'est qu'à la mi-mars, moi, j'ai pris le traitement hydroxychloroquine azithromycine, dont j'avais établi l'ordonnance avant la publication de M. Raoult, 10 jours avant, parce que j'avais entendu parler des molécules, et j'ai réfléchi comment elles pouvaient fonctionner, l'activité donc antiribosomale
Vous avez fait votre métier de médecin. Voilà, et j'ai compris, je me suis traité en 3 jours, j'étais mieux. Hein. Bon, est-ce que c'est le hasard ou pas, je ne sais pas. Mais bon, mais voilà, quoi. Je veux dire, j'ai un tas d'incompréhensions, et quand les arguments sont venus sur l'hydroxychloroquine, 1, c'est toxique, 2, ce n'est pas efficace, et puis après, le 3e argument qui est venu, c'est que nous, les médecins, nous céderions à la pression de nos patients. Oui. Pour avoir l'hydroxychloroquine. Et donc, on ne pouvait pas nous l'autoriser. Mais qui est-on en France, nous, les médecins généralistes? Mais oui. C'est une... Écoutez, merci de votre témoignage, merci de votre analyse, parce que c'est profondément ce que ressentent beaucoup de gens. Et je vais vous dire, non pas seulement vous, médecins généralistes, mais vos patients. Et qu'est-ce qu'on fait sans... Enfin, moi, je peux dire, qu'est-ce qu'on ferait sans médecins généralistes? C'est grotesque de mettre en question que les médecins traitants dans ce pays ne sont pas tenus de traiter, ou presque on les empêche de traiter. Et l'ordre des médecins, on pourrait peut-être parler de désordre des médecins, je ne sais pas, enfin, c'est une autre question. Mais Bernard Cron, quand même, oui, ce que dit Emmanuel, c'est... Je comprends tout à fait votre désarroi, et je l'écris dans ce livre, et je l'explique. À force qu'on nous mente, il y a des théories complotistes qui commencent à faire surface, car à force de mentir et de raconter tout le contraire, on ne sait plus à quoi se tenir. Il faut savoir quand même qu'à l'époque du démarrage de cette pandémie, des bras armés, entre guillemets, avec un sourire narquois, ont mis en étude les différentes possibilités de thérapeutique, dont l'hydroxychloroquine et les antiviraux, pour essayer de démontrer, parce qu'il y avait des problèmes de conflit d'intérêts, que les antiviraux allaient marcher. Il est prouvé actuellement, bien que l'Europe en ait acheté pour 1 milliard de remdesivir, que 1, les antiviraux ne marchent pas, 2, peuvent être dangereux pour le rein, et que ceux qui marchent doivent être faits très tôt, mais comme ils se font en perfusion, ils ne peuvent pas se faire en ville. Donc, ça tourne absolument en rond. Quant au protocole du professeur Raoult, le Lancet, étude bidonnée, l'a démoli, et il y a énormément d'études observationnelles, c'est-à-dire de médecins traitants internationaux dans tous les pays, qui soignent la maladie avec ce qui pense être utile, mais dans une maladie où 95% des cas sont bénins, encore dans l'état actuel, il est impossible de se faire une vraie opinion si ces traitements marchent. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les malades doivent voir leur médecin, ils doivent être traités par ce qu'on pense efficace, mais surtout on doit leur poser un oxymètre au bout du doigt pour vérifier le taux d'oxygène dans le sang. C'est très facile à faire, bien sûr. Car la baisse de l'oxygène apparaît avant les troubles respiratoires. Et quand les troubles respiratoires apparaissent, c'est trop tard pour soigner, car dès la baisse de l'oxygène, il faut mettre le malade sous cortisone, dexaméthasone ou autre, et mettre le malade aux anticoagulants, car cette maladie n'est pas une maladie pulmonaire, c'est une maladie qui atteint tous les organes et qui entraîne des microthromboses sur les vaisseaux respiratoires. Et donc, il faut pouvoir déceler très tôt cette évolution, et pour cela, il faut que le médecin puisse voir son malade. Vous savez, M. Cros, je veux dire, au moment, donc, fin mars, début avril, pour moi, le protocole était clair. Si j'avais 4 signes cliniques fondamentaux, 2 signes biologiques, 2 signes paracliniques possibles, hein, lorsque je réunissais 3 signes cliniques ou 2 cliniques plus 1 paraclinique, c'était l'indication à traiter. Bien sûr. Tout à fait. Voilà. Mais ça, on n'a pas pu le faire. Et il lui était tellement facile de sillonner la ville ou le village avec un électrocardiogramme ambulatoire pour surveiller qu'il n'ait pas torsade de pointe. Il était tellement facile de faire des kaliémies régulièrement aux personnes que l'on mettait sous hydroxychloroquine. C'était moins cher que la réa. Mince, quoi. Tout à fait. Absolument, absolument. Hein? Et là, effectivement, les conflits d'intérêts s'immiscèrent dans la stratégie, effectivement, avec les résultats qu'on sait. Merci, docteur Clémence. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, on donne la parole à Dominique, qui nous appelle du Mont-de-Marsan. Bonjour, Dominique. Oui, bonjour, Dominique. Oui, bonjour, monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité. Je suis Dominique, je suis à la retraite maintenant, mais avant, j'étais infirmier. Merci, Sud Radio. Alors, je voulais dire que mon médecin homéopathe, en 1983, il m'a donné, en prévention homéopathique contre le coronavirus à grippe saisonnière, il m'a donné des remèdes que j'ai pris et que je prends encore maintenant. Je suis étonné, et je n'ai jamais attrapé la grippe, sauf une fois, entre 1995 et 2005, elle était très très grave. Et moi, j'avais eu des gros symptômes. J'ai dit, moi aussi, je me suis mis au lit. J'avais tous les symptômes de la grippe. 3 ans après, je suis sorti du lit. Ça y est, cet épisode grippal était terminé. Puis,
2-3 ans plus tard, il y avait une grippe aussi très très forte, une grippe saisonnière, et j'étais toujours sous le traitement donné par mon homéopathe, et je me suis mis 2 heures au lit, et 2 heures après, ça y est, c'était fini. Alors voilà, je suis dans tous mes états, moi aussi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, premièrement, pour qu'on ait déremboursé l'homéopathie, et je continue toujours mon traitement, donc, ce qui fait que les laboratoires homéopathiques n'ont plus d'argent pour faire des recherches, pour faire des remèdes et tout ça. Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé donc, et je suis en colère comme le médecin précédent, enfin, il n'était pas en colère, mais moi je suis en colère, qu'est-ce qui s'est passé pour que les laboratoires homéopathiques ne fassent pas un remède comme on a contre le coronavirus à grippe saisonnière, on ait aussi un remède en homéopathie contre le coronavirus à Covid-19 et aussi contre les variants. Et ça me met en colère qu'on ne dit rien. Enfin, bon, je suis un des rares à le dire, et merci sur la radio, et merci M. Berkoff, et merci à votre invité de m'écouter. Voilà, ce que je voudrais, c'est que le tabou soit levé et qu'on redonne de l'argent. Sur l'homéopathie, j'ai compris, on a bien compris. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur l'homéopathie. Non, il a dit tout ce qu'il y avait à dire. Si on croit à un médicament, on est déjà à moitié guéri, sauf pour les maladies très graves. C'est vrai, même par placebo d'ailleurs. Les placebos marchent. C'est vrai que c'est joli. Clémence. Et nous allons à Clamart. On donne la parole à Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Oui, bonjour Marie-Josée. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de me laisser témoigner. Oui, j'ai appelé pour vous dire que moi j'ai débuté en 76 avec l'air. C'était l'hôpital où il y avait Monsieur le bébé Prouvette, vous savez. Donc c'était à l'époque il y avait de l'argent. Et au fil des années, moi j'étais secrétaire médicale, j'ai créé le secrétariat des urgences. D'accord. J'ai appris beaucoup. Il y avait un débutant, c'était Monsieur Delfrécy. Voilà, il a bien grandi. Et ensuite, moi, je suis allée à Bicêtre aussi. J'ai travaillé les mandarins, comme on les appelait avant. Oui, tout à fait, on les appelle du pouvoir et de l'argent, mais malheureusement, je trouve que la politique a toujours été à côté de la santé. Sinon, au-dessus, ça c'est très dommage. C'est pour ça que moi, je changeais de service à chaque fois que je voyais qu'il y avait des soucis. D'accord. Mais le patient aussi, il y avait une maltraitance et ça continue aussi. Ça, mais ça, on en parle moins. Mais à l'époque, quand une infirmière des urgences manquait ou autre, il y avait assez d'argent pour prendre une intérimaire. Voilà. Oui, donc, et ça, on sait que ça a changé, là. Et Bernard Cron le raconte très bien dans son livre. Il faut qu'il y ait des intérimaires pour ça. Tous les patrons que j'ai connus qui partaient en retraite, j'en ai accompagné certains, ils me disaient l'hôpital public va finir comme les hospices d'avant. Voilà, on tue l'hôpital public. Et je voulais juste mettre une parenthèse en disant que malheureusement, moi j'ai une petite maman dont je m'occupe, pas très aidée non plus, 92 ans. Elle est allée à l'hôpital dernièrement pour une petite infection urinaire. Elle a chopé le virus à l'hôpital. Quelques jours après, elle s'en est sortie, tant mieux. Quelques jours après, on me dit qu'elle a les 2 jambes cassées. Parce que elle serait passée soi-disant par-dessus son lit. Mais bon, dans les coulisses, j'ai tellement vu de gags aussi que je voulais aussi dire ça. Voilà, donc c'est vraiment là... Et maintenant, on annonce qu'il y avait une grabataire. Donc, vous voyez aussi les hôpitaux, ce qui se passe. Et avant, il y avait une vraie surveillante, un vrai patron, comme dit Monsieur Cron. D'accord. Voilà, le patron, il connaissait ses employés. J'en ai connu un, moi, qui était très très bien. Il connaissait tous les noms de ses employés et il était toujours derrière nous. Eh oui, Marie-Josée, c'est vrai que nous avons changé d'époque. Hein. On est bien d'accord. Merci pour votre témoignage, Clémence. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Vous nous appelez toujours 0826 300 300. On retrouve André Berkoff et le docteur Bernard Cron. Je rappelle à ceux qui n'auraient pas encore noté le titre de son livre, Blouse blanche, colère noire, aux éditions Max Milo. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et toujours avec le docteur Bernard Cron, auteur de Blouse blanche, colère noire aux éditions Max Milo. Mais surtout, docteur Cron, je voulais vous faire réagir sur la première partie de l'émission. Nous avons eu des témoignages très forts. Vous savez que Olivier Véran d'abord et ensuite Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Santé, ont dit aux soignants très très clairement, écoutez, on n'en est pas au stade de la vaccination obligatoire, mais vous devez, vous, personnel soignant, vous faire vacciner pour vous, pour protéger les patients, pour tout le monde, pour la France, etc., etc., etc. Et effectivement, il y a eu des réactions assez fortes, d'ailleurs,
dans notre émission, de la part du docteur Umli, de la part du collectif d'infirmiers qui disait, écoutez, oui, mais enfin pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, et puis pas cette espèce de, je dirais presque de faire pression sur nous en disant presque qu'on est les responsables si on ne se fait pas vacciner. Qu'en pensez-vous? André, il y a une perte de confiance sur ce que dit l'État depuis le début de cette pandémie. Rappelez-vous l'histoire des masques, des tests et du traitement du professeur Raoult et du lancet bidonné, etc. Donc il y a une perte de confiance. Quand il y a perte de confiance, les gens doutent. Or, le vaccin, un vrai vaccin, c'est un vaccin qui protège contre la maladie. Or, les vaccins actuels ne protègent qu'incomplètement et on dit que ça protège que pour les formes graves. D'autre part, un vaccin doit empêcher d'être transmetteur. Or, le vaccin actuel n'empêche pas la transmission d'après les derniers rapports que j'ai lus. Alors, qu'est-ce qui est à disposition pour le personnel soignant? C'est l'AstraZeneca. Les autres ne sont pas disponibles puisque les vaccins dits Moderna, qui sont des vaccins avec ARN messager, sont réservés aux gens de plus de 75 ans. Oui, entre parenthèses, je n'y ai pas pu accéder encore. Donc il n'y en a pas. On manque de doses. Donc on peut raconter n'importe quoi pour la vaccination. Les médecins traitants actuellement ne peuvent pas vacciner parce que manquant de doses, ce sont les pharmaciens qui vaccinent en ce moment. Donc, en ce qui concerne le personnel infirmier qui veut se faire vacciner, ils n'ont que l'AstraZeneca. Or, il y a eu plusieurs services hospitaliers qui ont vacciné à la chaîne leur personnel et certains ont fait des réactions relativement importantes qui semblent toutes bénignes, mais des syndromes grippaux relativement graves qui nécessitent un arrêt de travail et certains services hospitaliers ont été paralysés. Donc dans le cadre du doute et de l'absence de confiance, on peut comprendre que le personnel soignant hésite à se faire vacciner. Est-ce qu'ils ont raison ou tort? Je ne suis pas capable en tant que chirurgien de répondre à cette question. Mais enfin, il y en a quand même 40% qui sont vaccinés, mais voilà. C'est surtout les infirmiers et les médecins qui sont vaccinés. Les aides-soignantes sont plus dubitatives parce qu'elles doutent à la parole universelle qu'on leur donne, qui vient du ministère de la Santé, et je ne peux pas leur donner tort. Clémence. Oui, alors on retourne au standard, on va aller en Occitanie, on donne la parole à Aurore. Bonjour Aurore. Oui, bonjour Aurore. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour au docteur Cron, voilà, bonjour à tout le monde. Alors, moi je vais intervenir concernant la vaccination. Je suis soignante, là j'attends quand même ma retraite, donc je suis à 2 doigts de la retraite. Et donc j'ai toujours eu obligatoirement les vaccins qu'il fallait faire, c'était obligatoire pour pouvoir travailler dans le médical. Donc moi de ce côté-là, je n'ai aucun souci vaccinal, ni avec la vaccination. Mon enfant avait été vacciné, pas de souci de ce côté-là. Mais concernant ce vaccin entre guillemets, étant donné que nous ne devons rien savoir concernant les molécules qu'il y a dedans. Donc on entend que ce serait des vaccins, là aussi entre guillemets, OGM. Donc Israël a servi de laboratoire. Nous savons tous ce qui s'est passé en Israël, avec les variants, avec ceci, avec cela. Moi, obliger les Français ou les Françaises à se faire vacciner, surtout le corps médical, contre quelque chose qui apparemment est pour le moment infondé. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, avant, on aurait dit il n'y a qu'une seule solution, c'est la révolution. Mais moi, je dis maintenant, c'est la vaccination. Mais où allons-nous? Donc, on ne veut pas traiter... ce gouvernement, on a entendu tout à l'heure en début d'émission, évidemment, le fonds de pension BlackRock, Bill Gates et tout. Voilà, donc on est obligé à accepter ce qu'une petite poignée de milliardaires, ça on le dit toujours, a décidé pour nous. On entretient la confusion entre les cas soi-disant positifs, mais on ne parle pas vraiment de malades hospitalisés en réanimation. Voilà, interdiction de traiter. Pourquoi au départ...
Pardon. Non, on en parle quand même des malades en réanimation. On donne chaque jour le chiffre, etc. Vous savez. Mais je ne sais pas si c'est chez vous. Dernièrement, il y a eu Maître Clarisse Stand que vous avez invité. Je pense que c'était lundi. Oui, oui, absolument, absolument. Une fille on l'a eu dans notre émission, tout à fait. Tout à fait. Bon, maintenant, pourquoi entretenir cette confusion entre les vrais malades hospitalisés en réa et puis vraiment les soi-disant positifs qui en fait, dans ces tests PCR, il y a quand même 98% de faux positifs. Peut-être pas, mais non, ce que vous dites, et vous avez raison. Non, non, j'ai bien entendu, Aurore. En fait, vous dites ce qu'a dit chez nous, d'ailleurs, Alexandra Henrion-Code, qui a dit, au fond, le vrai problème, c'est qu'on vaccine, ou on traite 98% de gens sains comme s'ils étaient malades. C'est ça. Alors qu'ils ne sont que, allez, 1%, 2%, etc. C'est ça. Et c'est un vrai problème. Oui, merci, Aurore. Bernard Cron, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, les vaccins, c'est un très gros problème. Moi, je me demande pourquoi on ne prend pas le Sputnik 5 et le vaccin chinois, parce que l'Europe ne prend que les vaccins qui viennent d'Angleterre ou des États-Unis. Il y a un problème probablement politique qui se passe derrière tout ça, parce que le vaccin Sputnik 5, d'après ce que j'ai lu, semble bien marcher. Et il y a différents types de vaccins. Comment ? Le chinois aussi. Le chinois semble bien marcher. D'ailleurs, en Afrique, il est très largement diffusé au Brésil. Voilà, il y a différents types de vaccins. D'ailleurs, comme vous le dites, vaccin OGM peut-être pas, mais vaccin à vecteur, ce sont des virus dans lesquels on injecte une partie synthétique du spike pour pouvoir immuniser contre les variants, mais il semblerait que les antiviraux et certains vaccins, puisqu'on peut continuer de transmettre, vont peut-être sélectionner des virus plus résistants et qu'on va peut-être se trouver, mais ça n'est qu'une hypothèse scientifique qui n'est pas prouvée, avec des variants qui vont être peut-être plus agressifs, parce que plus le variant circule, plus il va varier. Bernard Cron, ne répandez pas encore de l'émotion, on est déjà assez stressé comme ça. Hein. Allez, on se détend et on donne la parole à Eric qui nous appelle de Saint-Gaudens. Bonjour Eric. Oui, bonjour Eric. Bonjour André Berkoff et bonjour Dr Cron. Merci André Berkoff pour toutes vos émissions que je suis assidûment. Merci. C'est effectivement la seule radio qu'on peut écouter où on a des avis objectifs et d'une grande diversité. Merci, voilà. Donc j'étais dermatologue. J'ai pris ma retraite au 30 septembre. Je suis désespéré parce que donc en février dernier, j'avais pris contact avec une personne qui essaye de faire venir justement des médecins hors de France pour pallier au manque cruel. Et donc on était en contact avec des Espagnols qui devaient venir. Il devait y avoir 2 dermatologues et 3 ophtalmologues qui... À Saint-Gaudens, c'est ça? À Saint-Gaudens, hein. Voilà. Puisque moi je me retrouvais seul, dermatologue, pour à peu près 140 000 habitants, si je fais le compte entre le Comminges et puis les départements adjacents. Moi j'ai fini en burn-out, enfin moi je ne vais pas passer les détails. Mais j'étais content de savoir que 2 Espagnols devaient arriver. Après, l'affaire du Corona a tout bouleversé, ça a traîné. Enfin bref, bon, moi il fallait que je m'y prenne à l'avance pour prendre ma retraite. Hein. Moi maintenant j'ai 66 ans, j'avais donné, hein, j'étais vraiment exténué. Je comprends. Et en septembre, donc une dermatologue du Grand Hôpital de Madrid, diplômée, est venue à mon cabinet une matinée pour que je vois un peu ce qu'il y avait à faire, pour être certain de laisser mes patients entre les mains de quelqu'un de bien, et c'était le cas. Moi j'opérais pas mal, je faisais de la chirurgie des tumeurs malignes et elle opérait aussi, donc tout devait bien se passer. Sauf que, donc, moi j'ai arrêté le 1er octobre, et là, cette dermatologue qui est toujours prête à venir n'a jamais pu arriver pour les problèmes administratifs. Actuellement, son dossier est bloqué au niveau du Conseil national de l'ordre à Paris pour des raisons X ou Y. On nous raconte qu'avec le problème du Corona, il y a des gros retards. On ne peut pas laisser entrer, c'est fou. Donc, vous imaginez, donc il n'y a personne aujourd'hui pour soigner 140 000 habitants. Enfin, il faut aller sur Tarbes, Toulouse. Vous imaginez les personnes âgées qui vont prendre la route. Il faut 1h30 de route pour aller à Toulouse, où il y a des délais énormes. Et ça traîne, et ça me désespère.
Voilà, c'était mon coup de gueule à moi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, voilà, surtout, là, il n'y a même pas d'histoire de diplôme, là, les diplômes, hein. Là, c'est une attestation de nationalité qui bloque tout, c'est ahurissant. Et pourtant, l'Espagne fait partie de l'Europe, que je sache. C'est ça qui est dramatique. Donc, bon, voilà, moi, tous mes passions, sont restées, sont abandonnés, et moi je culpabilise. Je n'imaginais pas ça du tout. Hein. On a passé dans les 2 mois, et c'est toujours pas réglé. On va être bientôt en avril. Vous rencontrez l'administration. Juste un mot rapide, Bernard. Très court, nous sommes dans une dictature administrative. L'administration décide de tout, et comme ils sont incompétents en médecine et incompétents sur les déserts médicaux, ils ne prennent aucune mesure, alors que ça serait très simple de régler le problème. Et je vous propose d'un jour d'en parler pour comment sortir de ce cercle vicieux et redonner à la santé la place numéro 1 qu'elle était il y a 25 ans. Eh bien, ce sera une prochaine émission qu'on fera très vite avec Bernard Cron sur Sud Radio. Bernard Cron, auteur de Blouse blanche et colère noire aux éditions Max Milo. Merci beaucoup André Berkoff. Vous pouvez réécouter toute cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et comme d'habitude, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye qui parle d'hypersensibilité, avec Stéphane Clerget qui est pédopsychiatre. À tout de suite.